Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, après une semaine d'absence. Me revoilà pour WordPress. WordPress, l'émission qui reçoit les intelligences et les compétences de mon pays. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui nous vient de l'extérieur et ça fait toujours plaisir. Jacques Kini, qui nous vient de Bruxelles. Très heureuse de vous recevoir, Jacques Kini. Moi aussi, bonjour. En tout cas, à chaque fois qu'il est ici à Kinshasa, il ne manque jamais de passer dans WordPress. Donc, merci à toi de nous... vraiment d'être fidèle à cette émission. Juvenal Vangou de Digimedia, très heureuse de vous recevoir. Merci madame. En tout cas très heureuse. Et nous allons terminer par Placide Kanza, journaliste indépendant, très heureuse de vous recevoir. Merci. Et j'aime toujours le dire, entre nous les journalistes, nous devons nous jeter de fleurs parce que nous faisons un travail de titan et tous sont membres de Journalistes en Action. Donc voilà, l'intelligence en action. Voilà mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler évidemment du budget, le budget en régression cette année, comme le terme a été prononcé. Nous sommes aujourd'hui à 4,5 milliards de dollars, mais 5 000 milliards de francs congolais. La toute première question, c'est à Jacqueline que je le pose. Pourquoi Matata Ponyo s'est-il empressé? Je me permets de le dire peut-être comme ça, parce qu'une certaine opinion le pense. Il est un Premier ministre sortant. Alors on se demande pourquoi il s'est empressé d'aller déposer un budget en régression de 4,5 milliards de dollars. Je crois que le Premier ministre Matata l'a expliqué en disant que voilà, nous devons faire travailler l'État, donc l'État doit continuer à fonctionner normalement. C'est sa déclaration, mais en même temps, il y a lieu de se poser cette question parce que justement, que va faire le nouveau gouvernement qui va venir après? Va-t-il adopter ce qui aura été présenté par Matata, si cela a été approuvé par l'Assemblée nationale, ou va-t-il être obligé à son tour d'élaborer un autre budget, ou alors on devra mettre en place une commission qui devra être chargée d'analyser d'abord ce qui a été adopté. Donc ça fait un travail de plus. Et c'est à ce niveau-là, peut-être que on peut dire que l'accord politique de la cité de l'Union africaine pose un certain nombre de problèmes parce qu'il ne résout pas justement tous les problèmes liés à ça. Est-ce que à partir de la signature de cet accord, le gouvernement Matata est entré en affaires courantes? On ne le sait pas, on ne sait pas le dire. C'est pas encore officiel. On ne sait pas le dire. Donc, comment devrait agir le Premier ministre, qui a d'ailleurs dit que cette session parlementaire est une session budgétaire? Donc, comme on ne leur a pas signifié qu'ils étaient en affaires courantes, il doit continuer à travailler comme toujours. Et c'est à ce moment-là qu'on doit voir dans quelle mesure l'accord politique va résoudre ce genre de problème. Mais pourquoi Matata va déposer un budget s'il ne sera pas lui-même en train d'exécuter ce même budget? Ça va poser un véritable problème. Je pense qu'il n'y a pas besoin de fermer ou d'ouvrir grand les yeux pour voir qu'il y aura un sérieux problème dans la mesure où le nouveau gouvernement, avec le nouveau Premier ministre, va être obligé soit de revoir ce budget, donc un travail de plus au Parlement, ou alors, dans le cas où ils acceptent ce budget, je vois très mal comment est-ce qu'ils vont faire un plan de gouvernement avec un budget qu'eux-mêmes n'ont pas élaboré, donc ça pose un vrai problème. Juvenal Vangou, comme on le sait, le dialogue a accouché de cette grande recommandation. Le poste de Premier ministre est accordé à l'opposition, mais Matata a déjà déposé le budget de 4,5 milliards et qui n'y a donné les raisons, c'est pour la continuité des affaires de l'État. Donc c'est lui qui viendra après, n'aura qu'à exécuter parce que l'État doit continuer, sinon ça fera un double travail. Merci madame pour la question, mais il faudrait ici que nous rappelons, donc il ne faudrait pas qu'on fasse table rase. Matata Ponyo, c'est l'homme qui a fait manquer les élections. Donc si aujourd'hui nous n'avons pas des élections, c'est à cause de son gouvernement. Donc il ne faudrait pas qu'on soit trop prétentieux. Donc je trouve ça... les mots me manquent ici pour m'exprimer, mais en tout cas c'est le mauvais moment pour lui de déposer le budget. Déjà, la population a encore ces séquelles-là vis-à-vis de son gouvernement. Il aurait dû temporiser, attendre la remise et reprise et confier le nouveau gouvernement son projet. Comme ça, les autres auront le temps d'amender, de voir. Parce que, madame, le gouvernement qui sortira tantôt là a des objectifs. C'est-à-dire les élections et les sociales.
Bon, dites-moi, avec un budget de 4,5 milliards, comment allons-nous organiser et les élections et le social de la population? Soyons quand même honnêtes vis-à-vis de ces peuples. Nous ne sommes pas naïfs, nous, peuples. Ils ne sont pas naïfs, ces peuples-là, qui vous donne la confiance. Et aujourd'hui, moi, le malheur, c'est le chef de l'État. Parce que la personne qui doit défendre devant la population, c'est le chef de l'État. C'est lui qui est l'élu. Matata Ponyo n'a jamais été élu. Mais le chef de l'État n'a jamais été élu. Ne répond pas devant l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est pourquoi maintenant il faut faire des choses bien. Hein, c'est pas parce que le chef ne répond pas qu'il faudrait maintenant faire des choses à tue-tête, parce que le chef ne répond pas. Donc moi je pense que c'était trop vite, c'est aller en besogne, c'est que c'est que le Premier ministre vient de faire, de déposer le budget. Je pense qu'il devait tempérer et attendre son successeur pour lui remettre ses dossiers. Placide Kanza, je sais que le prochain gouvernement sera à l'opposition, c'est un secret de polichinelle, mais est-ce que Matata Ponyo ne les a pas coupé l'arbre un peu sous les pieds? Avec 4,5 milliards de dollars, la population le sait, même Jacques il l'a dit, il faut plus se voir face. Avec déjà 7 milliards de dollars à l'époque, on n'a pas pu organiser les élections parce qu'il n'y avait pas d'argent. Le budget est en régression, maintenant c'est 4,5 milliards à peine. Est-ce que c'est pas donner une tâche impossible à ce nouveau gouvernement? Merci. C'est pas une façon de nous dire que, après tout, il n'y aura jamais des élections avec 4,5 milliards, il n'y aura jamais des élections dans ce pays. Ben, je crois que c'est un travail psychologique que Matata est en train de faire, parce qu'il sait qu'il est partant après l'échec criant de son gouvernement, n'est pas donné aux Congolais cette chance de vivre l'alternance, de vivre l'alternance démocratique dans le délai constitutionnel. Et par élégance politique, je crois, du moment où les travaux de la cité de l'OUA a été sanctionnés par un accord qui donnait la primature à l'opposition, Matata Ponyo devrait déjà remettre sa lettre de démission et de son gouvernement chef de l'État pour que les choses aillent. Lors des concertations, vous vous rappelez, lors des concertations, il n'a jamais déposé ça. Est-ce qu'il avait déposé sa démission? Parce que les choses vont tellement vite. Je ne pense pas que lors des concertations, il avait déposé sa démission. Il ne pouvait pas déposer sa démission parce qu'il n'était pas visé. Mais cette fois-ci, c'est vraiment clair. Parce qu'il y avait de nouvelles entrées au sein de l'équipe gouvernementale, mais pour ce cas ici, c'est vraiment clair. C'est vraiment clair. C'est à l'opposition. C'est à l'opposition. Par élégance politique, il devait démissionner. Remettre sa lettre de démission au chef de l'État. Qui vous allez répondre? Vous allez répondre. Il devait démissionner parce que on a dit le gouvernement. Donc le Premier ministre est nommé après 21 jours à dater de la signature de l'accord. Nous avons déjà combien de jours passés? On n'a pas encore le nouveau Premier ministre. Voilà pourquoi j'ai dit par élégance, Matata devait démissionner. Pourquoi il devait démissionner? Parce que il devrait donner de l'argent à la CENI. Nous avons vu la manière avec laquelle il a exécuté les budgets précédents. Il y a eu des exécutions extra-budgétaires. On a eu l'immeuble intelligent, ce qui est une bonne chose, mais qui n'était pas budgétisé. Nous avons eu la rénovation des aérogares. C'est une bonne chose, mais il n'était pas budgétisé. C'est de l'argent qui devait servir à l'organisation des élections. Parce que déjà au niveau du Parlement, il a été voté le budget pluriannuel. Donc, aujourd'hui, la CENI devrait avoir dans sa caisse 1,5 milliard de dollars pour organiser des élections en 2016. Toutes les élections prévues. Présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Et aussi renouveler le fichier électoral. Voilà. Mais malheureusement, Matata s'est permis d'exécuter de manière unilatérale, sans le contrôle sous l'œil passif, je dirais, du Parlement. Et nous sommes dans le cas où nous sommes aujourd'hui. Alors, l'accord de la cité de l'OUA est clair là-dessus. Ça veut dire aujourd'hui, le Premier ministre qui sera issu de l'opposition dans les heures qui suivent ne peut pas en principe exécuter le budget de l'année prochaine. De l'année prochaine, le budget conçu par Matata Ponyo. Pourquoi? Parce que le budget, quand on le compose ou quand on le conçoit, on se réfère à l'exécution du budget ou à la réalisation du budget précédent. Mais celui qui vient, il n'a pas été l'auteur de réalisation. Mais la continuité de l'État, c'est pas l'homme, c'est l'institution, le gouvernement. C'est pas l'homme, c'est pas Matata, c'est l'institution gouvernement. C'est l'institution gouvernement, ça c'est vrai. Mais il y avait un individu qui a piloté cette institution. Parce que l'institution, elle est morale, elle n'est pas physique. L'institution, elle est morale. Mais ici, je crois, aujourd'hui, le nouveau Premier ministre qui viendra, d'abord l'accord l'a dit, il a entre autres missions mobiliser, maximiser les recettes
pour organiser les élections. Jacques, vous qui revenez de Belgique, on aime bien faire les comparaisons aussi pour qu'on puisse comprendre. Est-ce que le gouvernement, comme le dit si bien Placide, est-ce que c'est l'homme qui incarne ou c'est l'institution? Est-ce que les deux sont confondus en Belgique, par exemple, quand il y a changement de Premier ministre, la continuité de l'État, ça se fait sentir comment, pratiquement? Non, mais je crois que je l'ai déjà dit ici une fois. La Belgique a fait plus de 500 jours sans gouvernement, mais la différence, c'est que le vécu de la population n'a pas changé d'un seul iota, dans la mesure où tout ce qui devait être fait était fait. C'est à partir de ce moment-là que nous devons voir chez nous pourquoi nous avons ce genre de différence-là. Et on nomme plus les gens par leur nom, voilà, Matata, Joseph Kabila, ou qui ce sont d'autres. Mais le problème, c'est que dans les pays occidentaux, ils ont dépassé ce stade-là. Ne vous en faites pas, en France, on nomme également Hollande par rapport à son échec. Oui, oui, mais quand arrive le moment de voter, on va sanctionner la personne qui a été à la base de l'échec. On ne va pas sanctionner l'institution parce qu'une personne n'a pas été à la hauteur de sa tâche. C'est ça justement la différence. Et c'est pour cela que moi je fustige l'accord de la cité de l'Union africaine. Quand vous lisez cet accord, j'ai lu cet accord du début à la fin. Cet accord n'a pas penché sur le fait qu'il y aurait des jurisprudences qui pourraient mettre justement des cas comme ceux dont nous discutons ici. Matata Ponyo n'a jamais été signifié à un seul instant qu'il était en affaires courantes. Donc, puisqu'il est dans une session budgétaire, et que c'est de présenter le budget, il va présenter un budget. Je vous en prie. Même s'il est de mauvaise foi, même si nous disons que Matata Ponyo est de mauvaise foi, il veut miner le prochain gouvernement qui est en place. On ne peut pas lui en tenir rigueur dans la mesure où l'accord politique dit simplement que le Premier ministre sortira de l'opposition et il sera nommé dans les 21 jours. Mais on devait le lui signifier officiellement ou par écrit parce que nous sommes dans une civilisation de l'écrit. Il y aurait eu une clause qui dit qu'à dater de la signature de l'accord, le gouvernement en place entre en affaires courantes. C'est pas écrit. Il n'y a rien, aucune loi n'empêche Matata de faire son travail. Matata n'a peut-être pas raison. Moi aussi, je pense qu'il n'a pas raison de le faire. Mais, légalement, il est dans le droit de le faire. Parce que personne ne lui a dit qu'il était en affaires courantes. Exactement. Les lois et les écrits. Voilà, parce que nous, ici, tout est verbal. Tout est verbal, c'est pas. Quelqu'un ne peut pas être démis comme ça si on ne lui signifie pas. Paulette, moi, je crois que nous devons être réalistes, madame. Hein? Nous devons être réalistes. À un certain moment, il ne faudrait pas qu'on vous dise ce qu'il faut faire. Vous faites la lecture de l'histoire, vous comprenez et vous savez là où vous vous situez. C'est hier. Hier, le chef de l'État officiellement a reçu l'accord. Et l'accord stipule très clairement à dater de la signature 21 jours. Bon, dites-moi pourquoi ne pas le lui signifier officiellement que non, vous êtes partant et vous êtes en train d'expédier les affaires courantes? Pourquoi ne pas le lui signifier? Est-ce que nous comprenons tous? Oui, nous comprenons. On vous dit que madame Paulette, à partir du moment où nous parlons, 21 jours, vous n'êtes plus là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore? Là, c'est comme si nous sommes derrière tous ces opposants-là qui veulent voir le chef d'État se dire qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections. Mais au moment où l'accord prévoit qu'à date X, il y aura passation du pouvoir entre l'actuel chef de l'État et son successeur. Vous voulez que Joseph Kabila vous dise quoi? Qu'il ne sera pas candidat. Mais faisons la lecture de l'histoire. On dit dans 21 jours. S'il vous plaît. Dans 21 jours, il y aura un gouvernement. Vous, Matata, vous avez déjà apprêté. Moi, je crie même que le dernier conseil des ministres, c'était le conseil de revoir, dire à ce ministre, voilà, vous avez suivi tous l'accord qui a été signé, maintenant préparons, donc c'est pour dire que maintenant là, M. Kini, donc Matata peut engager encore la République. Hein? Mais Matata peut engager. Parce que l'accord là, c'est censé. Non, mais où la République n'a pas dit à Matata qu'il ne sort pas officiellement. Il est officiellement. L'accord est exécutoire. C'est mais évidemment, c'est cela qui était au rendez-vous, c'était des gens qui engagent la République. Mais l'Assemblée nationale n'a peut-être pas ratifié, non, Placide, parce que ça doit passer aussi à la lecture à l'Assemblée nationale. Je crois, merci, je crois que le chef de l'État était clair hier quand il a reçu le bureau de la facilitation. Il a dit qu'il va associer toutes les institutions du pays pour la mise en œuvre de cet accord. J'ai parlé de l'élégance politique. Le confrère
a été explicite aussi. Ça veut dire, du moment où l'accord stipule... L'accord est-il au-dessus de loi? L'accord est-il au-dessus de la Constitution? C'est ça la question qu'on se pose actuellement. Non. Au fait, vous ouvrez une... Oui, on explique à la population. L'accord aujourd'hui est-il au-dessus de la Constitution ou au-dessus des lois de la République? L'accord n'est pas au-dessus. C'est des engagements internes. Un Premier ministre issu de la majorité parlementaire a des droits de la majorité. En droit, il n'est pas interdit à Madame Paulette de renoncer à son droit d'être héritière. Les droits, vous reconnaissez ce droit, de renoncer à votre propre droit. Du moment où la majorité, même si l'opposition l'avait demandé, donnez-nous la primature. Mais du moment où la majorité a accepté de céder à l'opposition la primature, ça veut dire que la majorité a renoncé à son propre droit de sortir un Premier ministre de la majorité parlementaire. Ce n'est même pas violer la Constitution, c'est des droits. Les juristes qui nous suivent ne vont pas me contredire, parce qu'ils le savent. Placide Kanza, c'est la guerre des juristes aujourd'hui aussi en République démocratique du Congo, parce que chacun, on a deux points de vue. Je reviens sur la question, parce qu'il faut être clair. Est-ce que cet accord, on y revient pour expliciter à ce peuple, est-ce que cet accord est-il au-dessus de la Constitution ou des lois de la République L'accord n'est pas au-dessus, mais l'accord vient protéger la Constitution en fait. Pourquoi je dis vient protéger? La Constitution par la CENI, parce que la CENI était incapable de convoquer le scrutin du président de la République le 19 septembre, tel que stipulé dans la Constitution. La Constitution était déjà violée. Je donne un exemple simple. Lorsqu'il y a un cas de viol, il n'existe-t-il pas de loi au pays qui interdit aux gens de violer? Et c'est parce qu'il y a cas de viol et qu'on doit torpiller cette même loi, et qu'on doit l'effacer de l'histoire? Non. C'est pas pour eux qu'il y ait prévu des sanctions. Mais comme dans la Constitution, il n'y avait pas de sanctions qui ont été prévues, comme Matata ne donne pas, excusez-moi de le citer, parce que c'était le chef du gouvernement, n'a pas donné de l'argent à la CENI pour organiser des élections, on doit sanctionner. On ne peut plus faire confiance à la majorité de diriger seule et organiser les élections. Impossible. C'est dans le sens de la mesure de confiance. Puisque le confrère a mis l'accord, il va le trouver. Dans la mesure de confiance, c'est pourquoi l'opposition a demandé qu'on lui donne la primature pour qu'il y ait contrôle croisé. Ça veut dire que le chef de l'État ne peut plus diriger seul, il ne peut plus exécuter au nom du peuple congolais seul avec son gouvernement de la majorité. Il faut que l'opposition soit là pour se rendre compte, garantir que les élections se tiendront réellement à la date prévue. Oui, qui vous pouvez je pense alors que si on suit votre logique dans ce que vous dites, qui est pas mal, nous devions alors dire clairement que nous avons mis la Constitution au frigo pendant un temps. Pourquoi? La Constitution dit clairement que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Bon, à défaut de n'avoir pas réaménagé, je pense que le chef de l'État fait une réunion aujourd'hui, il veut se rassurer de la majorité. Mais si le Premier ministre qui doit sortir de cet accord, justement, puisque cet accord n'est pas au-dessus de la loi, il doit appartenir à la majorité parlementaire. Requalifié, comme on dit maintenant, la majorité requalifiée. Oui, justement, la majorité requalifiée. C'est là que l'accord crée de la confusion, en fait. Pas du tout. Parce que le Premier ministre qui sera ici, puisque l'accord dit qu'il va respecter scrupuleusement la Constitution, donc le Premier ministre sera issu de la majorité parlementaire. Ça veut dire qu'alors qu'il faudra reformer une autre forme de majorité. Oui. Sinon, on est dans l'illégalité totale. Et c'est là que se pose le vrai problème. Comment l'accord de l'Union africaine a pu résoudre cette impasse-là? Maintenant, nous condamnons Matata d'avoir fait son travail. Oui, Matata est Premier ministre par rapport à la Constitution de la République démocratique du Congo. Pas par rapport à l'accord. Pas par rapport à l'accord. Maintenant, qu'a fait l'accord de la Constitution pour que Matata se dise, bon, comme on a signé un accord, moi je prends mes clics et claques, je m'en vais. C'est ça la question à laquelle nous devons répondre. Pourquoi Matata devrait quitter son bureau tout de suite, puisqu'il y a eu un accord, alors que la Constitution est encore en vigueur?
Ok. Le confort de tout à l'heure là, c'est question d'élégance. Tout simplement. Non, tout simplement. Oui. Le Congolais doit à un certain moment démontrer une certaine hauteur. Voilà, et élever les débats. Donc Matata, en principe, du moment que l'accord a été signé, il devait déjà prendre sa démission et attendre son successeur pour faire cette... Nous allons continuer pour gagner le temps. Nous allons déjà parler... L'accord dit le nouveau gouvernement sera investi le 9 novembre. Wow. Ça veut dire Matata savait déjà. Mais il le sait. Il sait que je suis. Mais il a fait exprès. Il l'a fait exprès. C'est pour intoxiquer la population, pour dire qu'avec 4,5 milliards, il n'y aura pas d'élection. Donc c'est un travail psychologique. Oui, c'est un travail psychologique que Matata a fait. Nous entrons maintenant dans le prochain gouvernement qui viendra, le profil du nouveau Premier ministre. Nous avons entendu beaucoup de choses, Jacqueline, et comme vous êtes en Europe, est-ce que pour former un gouvernement, on parle toujours les uns des autres parce que rien n'est nouveau sous le soleil, doit-on déposer nos CV chez un probable Premier ministre? Parce que les noms sont cités, on peut le dire, les journaux les citent. Est-ce qu'on doit aller déposer nos CV chez Jean-Lucien Boussa? Est-ce qu'on doit aller déposer nos CV chez Vital Kamerhe? On doit aller déposer nos CV chez Lemon Danseli? Est-ce que non, pour l'autre, je dois prendre mon CV et je dois aller chez qui est encore chez Mokonda Bonza, aller déposer mon CV. Comment se forme un gouvernement normalement dans un pays, permettez l'expression, normal? Je crois que mes confrères ici parlent d'élégance, et en termes d'élégance, moi je dirais que justement c'est indécent, je trouve, de la part d'un monsieur qui n'est pas encore investi Premier ministre, d'appeler les autres, venez déposer vos CV. C'est vraiment un manque total de considération et de respect par rapport à ses confrères. Pourquoi? Parce que, simplement, comment sera choisi le Premier ministre? L'accord ne le dit pas. Est-ce que c'est l'opposition qui va proposer un Premier ministre dont le président va juste paraffer? Ou c'est le président qui a le pouvoir discrétionnel de décider parmi toutes les têtes de l'opposition qui devrait être Premier ministre? C'est là que justement nous risquons d'être surpris, parce que il y a ceux qui se voient déjà au paradis avant même qu'on ait décidé, parce que je crois que je me pose cette question. Est-ce qu'il y a un processus actuellement en marche où l'opposition est en train de se réunir pour décider qui elle va choisir comme Premier ministre à proposer? L'opposition qui est au dialogue, il faut bien le préciser. Voilà, tout à fait. L'accord ne dit pas que voilà, l'opposition va proposer un Premier ministre que le président va nommer. Non. Donc, on ne sait pas encore comment va se passer les choses. Et alors, quand on demande les CV, si moi je demande vos CV, ça veut dire que moi je suis sûr que c'est moi qui serai Premier ministre. Alors, si moi je serai Premier ministre, je dois déjà vous expliquer par quel mécanisme je le deviendrai. Si je ne vous explique pas par quel mécanisme, au nom de quoi je peux me sentir en droit de vous dire de venir déposer vos CV chez moi? Et si c'est mon confrère ici qui est nommé à ma place alors? Ça devient compliqué. Juvenal, on y revient par rapport à la primature, c'est vrai. J'ai relevé un fait, il y a eu une certaine opposition, on l'a qualifié de tous les noms, mais il y a eu une opposition qui était au dialogue. Mais si il adviendrait, comme le président l'a dit, c'est ouvert, les gens de la majorité disent que non, le dialogue est encore ouvert, ceux du rassemblement peuvent venir. Si ceux du rassemblement venaient, de sortir à ce Premier ministre, pas forcément de cette opposition qui était au dialogue. On est encore là. On ne sait pas. Les noms qui sont cités, c'est ceux qui étaient au dialogue. Oui. Mais si le rassemblement s'y ajoutait, ce ne sera pas forcément Jean-Lucien Boussa, Vital Kamerhe ou Mokonda Bonza. Madame, nous continuons de parler l'élégance. Nous allons voir par rapport au poids politique. N'oublions pas que... poids politique, là aussi, c'est un autre... Oui, qui pèse plus que qui, ça aussi, c'est un autre problème. Les élections 2011 ont pu déterminer le poids politique. Il y a eu Joseph Kabila, il y a eu Tshisekedi, il y a eu Vital Kamerhe. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu avoir... On se réfère à ce classement-là. Oui, à ce classement-là, puisqu'il n'y a pas eu d'autres élections. Donc, on ne peut pas se livrer au jeu des sondages de la rue. Donc, nous restons à la logique des élections. Donc, pour l'instant, moi, je pense que, c'est mon humble avis, Vital Kamerhe, c'est déjà... C'est un acquis, c'est presque un acquis. Oui, c'est déjà, comme vous le dites là. Mais maintenant, moi, je ne voudrais pas aborder la manière dont Kini a abordé le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Non, non.
je rentre au niveau des CV. Ce n'est pas une nouveauté. Mon cher confrère, ce n'est pas une nouveauté parce que Kizenga l'a fait. Kizenga l'a fait, peut-être Kizenga n'a pas parlé de CV, mais Kizenga n'a pas des 3 noms. Il a dit envoyez-moi la liste des 3 noms. Et Kizenga a apprécié, hein, et par rapport à ça, il a vu le profil et il a proposé par rapport aux nominations. Donc aujourd'hui, si ça revient, ça ne peut pas être un débat, ce n'est pas extraordinaire. C'est pour le pays, mon cher ami. Vous êtes économiste, vous vous retrouvez au sport. C'est un danger aussi pour le pays. Vous pouvez bien servir par rapport à ce que vous avez pu apprendre en classe. Ce n'est pas un péché que si c'est Caméré ou X personnes demandent aux amis, nous sommes tous opposants. Mais cher ami, maintenant là, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait à l'université? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour l'État congolais? Quand ils demandent ça, ça devient un péché. Et c'est pourquoi les gens doivent crier et dire que non, il n'a pas droit, il n'a pas qualité. Non, moi je pense que ça doit me commencer par là. C'est même l'image de primaire que ça annonce notre pays. Si aujourd'hui l'opposition arrive à se mettre d'accord autour des CV, c'est que demain nous allons réussir le primaire au niveau de l'opposition. Voilà, c'est ça. Nous y revenons encore avec, avec ce choix de Premier ministre. Est-ce que c'est le chef de l'État, comme l'a dit Kini, qui a le pouvoir discrétionnaire de choisir dans l'opposition le candidat qu'il préfère, ou il y aura un primaire, ou comment ça se passe? Est-ce qu'il y a déjà un branle-bas de combat dans l'opposition aujourd'hui pour qui sera le futur Premier ministre? Ben, je crois que l'ami a lu l'accord, mais il n'a peut-être pas fait attention à beaucoup de points. L'accord dit clairement que le nouveau Premier ministre sera issu de l'opposition politique signataire du présent accord. Il sera d'abord désigné par l'opposition qui était là-bas, signataire du dit accord, et le nom sera transmis au chef de l'État pour non. signature. Non, ce n'est pas écrit dans s'il te plaît. Je vous en prie. Nous pouvons en faire lecture. Est-ce que nous l'avons ici, cet accord? Cet accord, je l'ai oublié. Tu vas te rendre compte que je ne suis pas en tort. Donc le Premier ministre proviendrait simplement de l'opposition qui était... C'est eux-mêmes qui vont désigner. C'est eux-mêmes qui vont désigner. Eux-mêmes qui vont désigner. Voilà pourquoi il y a déjà les noms qui circulent. Si, je veux me permettre de citer, si Caméré, le confrère le dit, c'est presque un acquis. Moi je le dis, c'est un effet média. C'est nous, médias, qui avons publicité Caméré pour dire il est pressenti Premier ministre au vu de son passé. Mais puisque madame parle de critères, mais il y a des critères. Caméré, c'est un économiste de formation comme Jean-Lucien Boussa. Ils ont fait la même faculté de l'économie à l'université de Kinshasa. Ce sont des collègues de l'auditoire. Ils se connaissent bien. Mais la différence, Caméré n'est pas technocrate, mais Boussa l'est. Caméré était politique. Il a pu évoluer dans de grandes négociations, ça tout le monde le sait. Mais ce gouvernement ici, on a besoin maintenant d'un technocrate, de quelqu'un qui connaît où on va trouver l'argent, donner à la CENI et organiser les élections. Un technocrate, non. Donc, si je vous en prie. Attendez, vous aurez la parole. Ouais. Je vous en prie. Faut pas prendre technocrate au terme de Matata. Voilà, merci. Exactement. Technocrate, ça veut dire, Boussa est aujourd'hui un économiste et un politique en même temps. Mais quand je parle technocrate, ça veut dire quoi? Spécialiste dans un tel domaine. Oui. De 2006 en 2010, il était vice-président de l'ECOFIN à l'Assemblée nationale. Caméré le sait parce qu'il était président de l'Assemblée nationale et Boussa était vice-président de l'ECOFIN. Aujourd'hui, Boussa est le président de la commission des auditions des institutions. Ça veut dire tel que Matata est parti déposer aujourd'hui le budget. Après la défense du budget ou présentation du budget, toutes les institutions, tous les ministères défilent devant M. Boussa pour se justifier. Alors, il serait un bon ministre du budget. Je vous en prie. Ça va, s'il vous plaît. Oui. S'il fera, il sera... Le Premier ministre n'est qu'un coordonnateur. Voilà. Exactement. Il n'est qu'un coordonnateur. Voilà. Alors aujourd'hui, vous devez avoir un Premier ministre qui a la capacité de vous dire il y a de l'argent à tel endroit. Suivez toutes les interpellations de Boussa au Parlement. Quittez des parties du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de détournement de 73 millions de dollars au niveau de postes frontaliers en Angola? Non, au Katanga. Kasumbalesa. Et on a fait des histoires, il est parti pour... Mais il y a une interpellation contre Kitebila. Mais il y a des dossiers. Nous savons il y a de l'argent. La SNED produit de l'argent. La DGDA. La DGI, n'en parlons pas. Ça veut dire aujourd'hui, si Boussa est Premier ministre, il sera capable. Parce que
c'est quelqu'un de nouveau qui nage déjà dans le... Qui nage déjà dans ce monde-là. Kamere aujourd'hui ne peut pas être Premier ministre. Pourquoi? Une seule raison. Il est présenté dans l'opinion comme la personne qui a favorisé les glissements pour Kabila. Le fait pour Kamere d'accepter d'aller au dialogue, et aujourd'hui Kamere est Premier ministre, on dira au niveau du Parlement et de l'opinion, voilà, le coup a réussi et Kamere est la Premier ministre, il a déjà arrangé le lit pour Kabila pour le 3e mandat. Donc, même au niveau de la majorité des réflexions qui se font, qui ne peuvent pas être favorables à Kamere. Nous sommes en train d'atterrir tout doucement. C'est vrai que nous avons suivi les propositions par rapport à ce glissement de 3e mandat. On a dit que cet accord sera respecté à la lettre. Le président en a pris l'engagement. Mais la Lucha, vous l'avez suivi, a demandé à ce que Kengo puisse prendre le pouvoir le 19 septembre. Pourquoi? Je pense que la Lucha se réfère à la Constitution. À la Constitution qui dit qu'en cas d'empêchement, c'est-à-dire il considère le fait qu'il n'y ait pas élection et que le mandat de Joseph Kabila prenne fin le 19 décembre comme un empêchement définitif qui l'empêche justement de continuer à diriger le pays. Et donc dans ce cas-là, c'est le président du Sénat qui prend la relève. Bon, c'est une réflexion que fait la Lucha, comme tant d'autres personnes font des réflexions différentes par rapport à la même situation. Mais il faut dire que c'est vrai qu'au 19 décembre 2016, on sera dans une situation pas ordinaire, dans la mesure où la Constitution dit clairement ceci. Bon, on nous opposera à cela, l'arrêt de la Cour constitutionnelle avec l'article 70 qui dit que le président reste en fonction jusqu'à l'élection, enfin jusqu'à l'installation effective. Bon, maintenant, c'est ce genre de raisonnement-là qui va ressurgir pour nous dire, voilà, il est en droit de rester. Mais alors, si le président est en droit de rester par rapport à la Constitution, je ne vois pas l'importance alors dans ce cas-là de l'accord de la cité de l'OUA, parce que ça serait un prolongement régulier qui est garanti par la Constitution. Et donc maintenant, c'est là que nous devons préciser, c'est là que c'est ma peur, moi, par rapport à cet accord qui semble prendre le dessus sur tout ce qui est déjà fait dans la République. Et cet accord dit qu'il va respecter scrupuleusement la Constitution. Or, si on voit très bien, l'accord va au-delà de la Constitution. Et donc, est-ce que la Lucha a raison? Beaucoup d'autres personnes font la même réflexion en disant, oui, le président arrive à la fin de son mandat, il doit tirer les conséquences et dire, voilà, moi je laisse la place à d'autres personnes pour qu'ils organisent les élections. Pour que puisse avoir... Parce que c'est ça la même réflexion, je crois qu'on va terminer sur ça. On a dit, bon, Matata a échoué, on doit le remplacer, mais pourquoi ne pas remplacer aussi à la tête de l'État? Pourquoi pas? Joseph Kabila n'était pas responsable direct de la non-organisation des élections au pays. Parce qu'il n'est pas redevable devant le Parlement. Mais il est redevable devant le peuple? Devant le peuple, oui. Mais il y a une autre chose. Ça veut dire un homme d'État, c'est celui qui a la capacité d'anticiper les choses. C'est ce qu'aujourd'hui je fustige au sein ou dans les chaînes de nos frères du rassemblement. Ils veulent qu'il y ait des morts pour qu'on négocie avec eux. Mais les autres veulent discuter avant les morts. Pour préserver c'est ça le combat. C'est ça le combat. Mais les Congolais meurent tous les jours. Tous les jours. Les Congolais meurent tous les jours d'une manière ou d'une autre. De maladies, des accidents. Des guerres, des viols et tout ça. Nous mourrons. Mais le plus important aujourd'hui, pour nous, c'est vivre pour la deuxième fois ou pour la première fois l'alternance politique, l'alternance démocratique dans ce pays. Nous allons terminer vraiment par cette peur, parce que aujourd'hui les gens se demandent, est-ce que vraiment cette alternance on la vivra réellement? Parce que depuis 1960 la RDC ne l'a jamais vécu, on n'a jamais vu vraiment cette passation pacifique de pouvoir en RDC. Est-ce que avril 2018, parce que c'est la date prévue par l'accord, oui, on vivra ça réellement, vraiment? Oui, moi je crois en tant que Congolais, donc tous ceux-là qui sont allés au dialogue, ce sont des messieurs, ce sont des responsables politiques qui ont engagé l'État congolais. Je crois à ça, ils ont donné des dates par rapport à la... Là, bon, madame, nous pouvons tout dire, mais c'est la volonté politique qui va primer maintenant. C'est pourquoi, le confrère d'Élysée tantôt, l'opposition a demandé à ce qu'il y ait la gestion du pays en main,
Comme ça, et ils vont nous amener à vivre réellement cette alternance-là. Parce que cette fois-ci, si on ne sait pas vivre ces élections-là... À qui la faute? Voilà. Par rapport à ce qui s'est dit, c'est l'homme, il y a même un débat sur les retouches de la Constitution. Pour que demain, s'il y a alternance, le prochain chef d'État qui viendra, qui ne nous amène pas dans ces pièges ici. Vous comprenez? Quel piège? Mais des dialogues avant de partir. La Constitution n'a pas prévu ça. Mais depuis le 1+4, la Constitution n'a pas prévu ça. Tout le monde croyait que le 1+4, à Sun City, le DIC, pardon, était le tout dernier dialogue qu'on aura. Voilà, donc alors on est retombé dans le même piège. Voilà, donc il y a, madame, si on parle de la RDC comme jeune démocratie, parce qu'il y a encore des retouches. Des pays qui sont élevés en démocratie, comme le Kini, ne retouchent plus la Constitution. Ils ont de temps en temps. Très rarement. Mais nous, en tout cas, nous avons encore 10 ans. Nous avons encore retouché la Constitution. En quelques mots, nous sommes à la fin. Moi, je pense que c'est justement, ça fait une mauvaise jurisprudence dans la mesure où, moi, Jacques Kini, je deviendrai président de la RDC demain. Après mes deux mandats, il n'y a pas d'argent pour organiser les élections, tirons un peu à longueur, dialoguons. Ça fait mauvais. Je pense que pour terminer, je dirais seulement que la constitution de la RDC est issue d'un dialogue, est issue d'un accord. Et on nous a présenté cette constitution comme étant la meilleure pour garantir la paix dans ce pays. Je me rappelle. Si aujourd'hui on est obligé d'aller signer d'autres accords au-delà de la constitution, qu'est-ce qui nous garantit que cette constitution qui n'a pas été respectée va laisser cet accord être respecté? Ce sont les mêmes acteurs. Ils n'ont pas respecté la Constitution. Comment ils vont respecter un accord? Non, mais c'est je suis par là. Ce que moi j'ai aimé dans cet accord est que il n'y aura pas de référendum. Voilà. Il n'y aura pas un troisième mandat pour Joseph Kabila. Sûr. C'est pas prévu. Parce que son directeur de cabinet a signé. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, le débat a été passionnant. Voilà les intelligences de mon pays. Nous contribuons ainsi, en tout cas, mesdames et messieurs, à la reconstruction de notre pays. C'est ça, nous, les journalistes. Voilà notre travail. C'est parler, débattre, du choc des idées. J'ai la lumière. Merci à tous mes collègues. Merci à Jacques Kini, journaliste indépendant. Il nous vient de Bruxelles pour vous dire que les Congolais à Bruxelles ne sont pas que des... Mais nous avons aussi des intelligences qui travaillent, qui font la fierté de mon pays, la République démocratique du Congo. Nous avons Juvenal Vangou de Digimedia et enfin Placide Kanza, journaliste indépendant. Bonne suite de semaine et bonne suite de programme à Congo Web Télévision. Et merci à tous les journalistes en action. Bye bye.